La pomme de Newton et le lait en poudre. Le dimanche suivant, il faisait un grand soleil d'automne. Mizutani et Kitami avaient pris leur déjeuner un peu tôt, de façon à être à 1 heure chez Copper. De son côté, depuis le matin, Copper n'arrêtait pas de tourner en rond. Il n'était encore que midi qu'il ne tenait déjà pas en place et n'arrêtait pas de se demander si la cloche de l'entrée ne venait pas de sonner, alors même qu'il mangeait assis en face de sa mère. En portant les aliments à sa bouche, en piochant le riz dans son bol, en mastiquant, il n'arrêtait pas de se tourner vers la pendule à balancier pour regarder l'heure. Finalement, sa mère lui dit en riant: Mange donc tranquillement. Sais-tu combien de fois tu as regardé la pendule depuis tout à l'heure? Au moins 15 fois. Mais non, voyons, nia Copper en rougissant légèrement. Pas plus de 10 fois. Quand bien même, ce ne serait que 10 fois, ce serait déjà trop. Tiens, tu la regardes encore. Mais non, j'ai juste regardé le calendrier. Tu triches, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Ma foi, bois au moins ton thé. Sinon le riz n'arrivera pas là où il doit arriver. Et ne te fais donc pas de bile, tes invités arriveront bien à l'heure, va. Le repas terminé, il n'était encore qu'1 heure moins 20. Copper était allongé dans le salon et lisait dans le journal le compte rendu de la journée du tournoi des 6 universités. 1 heure moins 14 minutes. Il avait déjà lu tous les illustrés de l'édition du dimanche. 1 heure moins 10. Il lut un article qui racontait une visite au zoo. 1 heure moins 7. Copper rejeta finalement le journal et gémit d'une voix pitoyable. Ah, mais que fabrique-t-il enfin? Sa mère étouffa un éclat de rire en l'entendant. Vais-je me montrer à la hauteur? Saurais-je préparer un goûter digne de personnages si importants? Je commence à m'inquiéter. La grande aiguille de la pendule était maintenant toute proche du 12. Un dernier tic et la pendule sonna un coup. Donc 13 heures. Copper décida d'aller voir à la station de tram ce qui se passait quand la sonnette de l'entrée sonna dans la chambre de la bonne. Copper se précipita à l'entrée. C'était Kitami, assez fier d'être arrivé chez Copper à 13 heures tapantes. Mizutani, lui, arriva avec un retard de 15 minutes. Une paille. Ils restèrent tous les trois dans la chambre de Copper à l'étage jusqu'à environ 15 heures. Entre-temps, ils avaient joué aux cartes, à croquinole, aux échecs japonais et à Sherlock Holmes. Qu'est-ce qu'ils avaient rigolé alors? D'habitude, Mizutani venait seul, alors même si Copper et lui s'amusaient bien, ça restait tranquille. Mais ce jour-là, avec Kitami en plus, quelle ambiance! Ils en avaient mal au ventre tellement ils riaient. Finalement, quand ils eurent joué à tous les jeux de la chambre, Copper dit: Ça vous dirait d'écouter le match Waseda KO? Sur un disque? Mais non, à la radio, c'est moi le commentateur. Ah ouais! Copper sortit la radio de sa caisse et la posa sur la table. Puis il la recouvrit d'un tissu carré et s'assit derrière, la tête sous le tissu, comme un photographe sous le velours de sa chambre noire. Et la retransmission commença. C'est par ici un ciel bleu outre-mer sans nuages, alors que pas un souffle de vent ne soulève le moindre grain de sable intempestif sur le stade Jingu, que nous prenons l'antenne, chers auditeurs, pour la retransmission en direct du match le plus attendu de la saison. Le drapeau du Grand Japon s'agite à peine derrière les tribunes centrales. Les conditions idéales sont réunies pour un grand match de baseball. Des conditions idéales pour un grand match de baseball, en effet, chers auditeurs. D'enfer, Copper, on dirait le vrai, s'écria Kitami. L'équipe de Waseda, les Vaillants du Nord, contre KO, les Hardis du Sud, continua Copper sur le ton du commentateur radiophonique qui s'y entend à mettre l'ambiance. Puisqu'en effet, chers auditeurs, c'est aujourd'hui le 30e anniversaire du match bisannuel, le choc des titans du derby grâce auquel la fine fleur du baseball de la nation s'épanouit dans toute sa gloire. Dans quelques instants, chers auditeurs, va commencer le match que vous attendez tous, celui qui donne la fièvre à plusieurs millions d'auditeurs sur les ondes dans tout le pays. Du haut de ces tribunes, 30 années de tradition vous contemplent, messieurs, pour l'honneur de leur alma mater, pour exaucer les rêves et les espoirs que leurs camarades ont avec ferveur placés en eux. C'est maintenant que vont s'affronter. Évidemment, si Copper avait proposé ce jeu, c'est qu'il savait comment ça tirer un joli succès. C'est aujourd'hui, dans moins de 30 minutes maintenant, que s'affrontent dans le stade de Jingu, chauffé à blanc, parcouru en cet instant même par une tornade d'excitation et d'enthousiasme, les équipes des 2 meilleures universités du pays.
En effet, il n'y a plus une place de libre. Depuis les premières heures ce matin, les tribunes sont entièrement remplies de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Les escouades des supporters de chacune des deux équipes, qui côté champ intérieur, qui côté champ extérieur, entonnent les encouragements au moindre signal avec un ensemble impeccable. Keio côté troisième base, Waseda sur la première. Chaque club a disposé la fanfare de l'école, les cuivres et les bois au grand complet, qui se donnent à fond pour chauffer l'ambiance en attendant le coup de sifflet qui lancera le match. Et les joueurs, ils sont pas encore sur le terrain, intervient Mizutani. Attends, j'y viens, répond la radio. Ah, les joueurs de Waseda font leur entrée sur le terrain côté première base. C'est l'entrée de l'équipe de Waseda côté première base dans son célèbre et non moins traditionnel jersey gris souris. Le stade tout entier se lève comme un seul homme. Le stade est debout pour l'entrée des joueurs. Écoutez, chers auditeurs, cette clameur du tonnerre. L'escouade des supporters de Waseda est littéralement debout pour entonner en chœur le chant d'accueil des joueurs sur le stade. Et là, Cooper va chercher très profond dans sa voix la plus virile pour chanter l'hymne de Waseda à pleine voix. Dans le ciel d'azur, le cercle solaire luit au-dessus de nous, selon la tradition. Dès le premier mot, Kitami est au diapason avec Cooper. Brûlant de l'esprit combattant des meilleurs pour le trône de l'idéal. Bon, représenter les squads des supporters à deux, ce n'est pas si simple. Pour compenser, Kitami bugle autant qu'il peut. Waseda! Waseda! Victorieux! Victorieux! Waseda! Et c'est maintenant au tour de l'équipe de Keio de faire son entrée sur le terrain. Niveau 3ème base, mené par l'entraîneur Morita. Le cœur des supporters de Keio n'est pas en reste et entonne l'hymne de l'école. Écoutez donc, chers auditeurs, la perfection de ce cœur. Le sang de la jeunesse brûle dans nos veines, la lumière illumine notre être. Mizutani a une fort belle voix, ma foi. Que l'étoile de l'espoir luise sur nous et apporte la victoire, toujours nouvelle. Voici les meilleurs. Le commentateur reprend le micro. Les deux contingents commencent leurs échauffements et échangent des balles. Les joueurs de Waseda se dispersent, investissent le terrain et se dérouillent les muscles à la batte. Le moment est venu pour moi, chers auditeurs, de vous rappeler les statistiques de chacune des deux équipes. C'est en l'an 38 de l'ère Meiji que... Ouais, tu peux faire l'impasse là, coupe Kitami. Ah non. Ouais, tu peux faire l'impasse là, coupe Kitami. Bah, si on n'a pas droit aux statistiques, c'est pas un vrai derby Waseda Keio quoi, proteste le commentateur. Pas grave, lance le match. Bon, si tu y tiens. Le commentateur a l'air déçu d'être empêché de faire étalage de sa culture, mais accepte de bonne grâce la demande de Kitami. Les deux équipes ont procédé aux échauffements, aux abords des bancs de touche. Le match est sur le point de commencer. C'est Waseda qui prendra l'attaque en premier. Les joueurs de Keio gagnent leurs positions respectives sur le terrain. Kutsumoto, qui lancera en ouverture pour Keio, prend place au monticule, le sourire aux lèvres. Premier batteur pour Waseda, Satake. Satake est d'ores et déjà en position au guichet. L'arbitre fait signe que la balle est maintenant en jeu. Soudain, Cooper pousse un étrange gémissement. Ouh. Ah, c'est censé être une imitation de la sirène qui annonce le début du match. Très vite, les choses se corsent. Au début, plusieurs sets se déroulent sans le moindre point marqué de part et d'autre, mais à compter du 4ème set, après que Waseda a ouvert le score, chaque équipe inscrit au moins un point lorsqu'elle vient à la batte. Chaque fois que Keio a inscrit un point, voire deux, Kitami maugré. Où tu as vu ça, toi? Cooper compense en annonçant une erreur de Keio qui lui coûte un point, voire deux. Jamais Keio ne ferait une erreur pareille, allons, proteste Mizutani. Le commentateur a bien du mal à contenter tout le monde. Le match est acharné et avance en dents de scie. La lutte reste serrée jusqu'au retour du 9ème et dernier set. Waseda mène d'1 point. Waseda en défense. Les coureurs occupent la première et la 3ème base. Kashikawa, capitaine de Keio à la batte. Petit gabarit, Kashikawa ne connaît aucun rival en défense de 3ème base. Mais ici, en attaque, avec deux batteurs déjà éliminés, la responsabilité est lourde, très lourde. Il lui faudrait un coup sûr pour rejoindre la première base et permettre à son équipe de revenir à égalité au score. Nous en sommes à un strike et 3 fouls. Dans cette configuration, un lanceur expérimenté, un vieux de la vieille comme Wakahara, est en droit d'envisager de lancer volontairement une 4ème foul pour terminer le match en 3 strikes au batteur suivant. Ah non, pas ça! Il faut lui faire mordre la poussière et c'est tout, s'écrie Kitami. Wakahara est en place au monticule. Il déroule le bras. La 5ème balle prend son élan. C'est lancé! Kashikawa frappe!
plein bois, la balle s'élève. Aile gauche, le défenseur de champ gauche recule, recule, recule. Ah, trop lent, la balle va le survoler. La balle lui passe au-dessus de la tête et atterrit sous la tribune de gauche. Le coureur de troisième base en profite pour rentrer au camp et marquer le point. Le coureur de première base court lui aussi de toutes ses forces. Il passe la troisième base et voilà qu'il met le pied sur la base de son camp. Et c'est le point de la victoire. Victoire de Keio. Victoire de Keio. Victoire de Keio. Kashikawa est en sécurité en troisième base. Avec 2 points pour Keio, il offre ainsi la victoire à Keio. Ouh. Malheureusement, la retransmission est interrompue avant la fin de la sirène annonçant la fin du match, car Kitami s'est levé d'un bond. Non mais je vais lui couper le sifflet, moi, à cette radio. Il saute directement sur le carré de tissu qui recouvre la tête de Copper et les jette tous les deux par terre. Copper et le tissu sans distinction. Ah, alerte, alerte, se met à couiner Copper. Un voyou a fait éruption sur le terrain. Non mais tu vas te taire, oui, commentateur de mes deux. Le vandale est un supporter de Waseda. Coupez le son. Kitami, écarlate, est mort de rire, mais essaie quand même d'écraser Copper de tout son poids. Copper ne s'arrête pas pour autant. Le hooligan s'en prend aux professionnels du média radiophonique pour interrompre la retransmission. Chers auditeurs, votre dévoué commentateur continue sa mission au risque de sa vie. Kitami explose de rire. Copper en profite pour tenter de se relever, mais Kitami ne lâche pas prise et tous deux s'effondrent sous le bureau de Copper. De surprise, la radio manque de tomber du bureau et serait réellement tombée si Mizutani, dans la fièvre de l'instant, n'avait pas bondi pour effectuer un plaquage d'anthologie. Kitami lâche Copper, qui sort la tête du carré de tissu. Il roule sur les tatamis, secoué de rire. Sur le ventre de Kitami, la tête de Copper saute comme un ballon à chaque spasme de rire de Kitami. Je suis mort. Et il roule effectivement par terre comme s'il n'avait plus la force de bouger. Kitami aussi reste à terre, les bras en croix. Mizutani n'a pas envie d'être en reste et roule lui aussi par terre en poussant de gros râles. On se repose un peu. Pendant quelques instants, tous trois sont immobiles et silencieux. Il n'est plus besoin de parler, on reste à terre, on n'a plus rien à dire et c'est ça le bonheur. Dehors, il fait un grand soleil d'automne. Par la cloison de papier grande ouverte, au-delà du corridor, on aperçoit le toit de la maison voisine entouré d'arbres. Derrière la balustrade s'étend le grand ciel bleu que traversent d'un pas nonchalant des nuages de coton blanc qui s'effilochent et se métamorphosent. Copper écoute sans penser à rien le bruit d'un train de banlieue qui passe. Il faisait noir quand Mizutani et Kitami étaient repartis chez eux. Après le match Keio Waseda à la radio, les trois amis étaient sortis sur un terrain dégagé et avaient joué à échanger des balles et à frapper à la batte jusqu'à la fin de l'après-midi. Puis ils étaient revenus à la maison et avaient pris leur dîner dans la bonne humeur pendant que le soleil se couchait. C'est à ce moment-là que l'oncle de Copper était passé par hasard, ce qui avait relancé la conversation. Il ne demandait qu'à prolonger la soirée, mais Mizutani et Kitami ne pouvaient pas rentrer trop tard. Quand cette heure avait sonné, ils avaient pris congé, et Copper et son oncle étaient sortis avec eux pour les raccompagner jusqu'à la gare. Il y avait un beau clair de lune. Elle venait de sortir, une belle lune gibbeuse croissante. Une belle lune gibbeuse croissante, et se montrait à proximité d'un gros tronc d'un Zelkova. Elle donnait une éclatante lumière pour une lune de 10 jours. L'effet de contraste sur les 4 visages qui marchaient de front entre les Zelkova, dans cette rue bordée de nombreuses haies vives, était saisissant. Alternance d'ombre et de lumière, visages qui apparaissent puis disparaissent. La lumière était si intense que les tuiles des toits environnants semblaient mouillées. L'air nocturne était si vif qu'il faisait décidément frisquer sans manteau. Quand on levait les yeux, on voyait le ciel à travers les branches car les feuilles des Zelkova étaient déjà presque toutes tombées. Le ciel nocturne était d'un bleu profond à donner des frissons, parsemé d'étoiles claires et brillantes comme des pointes d'épingle. « Que c'est beau !» pensa Copper. Il avait envie de se serrer et de se pelotonner quelque part, et en même temps de s'emplir les poumons d'une immense bouffée d'air de l'automne. Il marchait sans se presser dans le calme quartier résidentiel, qui n'était pourtant pas près du quartier central de la gare. « Tu as compris tout à l'heure l'histoire sur Newton ?» demanda Mizutani à Copper. « Non. C'est quand même étrange, non ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Mizutani leva la tête pour regarder la lune. Son visage pâle fut inondé par sa clarté. Copper leva lui aussi la tête. La lune semblait suspendue en l'air, comme accrochée dans le ciel immobile et muette. Spontanément, il se souvint de la distance faramineuse qui séparait le point où il se trouvait en cet instant et la lune. Oui, même à cette distance, une force invisible à l'œil reliait les deux astres. Il se sentit soudain perdu et demanda à son oncle. « Mon oncle, tu ne voudrais pas nous expliquer l'histoire de tout à l'heure à propos de Newton ?» C'était une histoire que son oncle avait évoquée rapidement au moment du repas, en pelant une pomme. « Vous connaissez l'histoire de la pomme de Newton, je suppose ? En voyant une pomme tomber d'un arbre, Newton a eu l'intuition de la loi de la gravitation universelle. Mais savez-vous pourquoi la chute d'une pomme lui a donné cette idée ? » Aucun des trois ne savait. Alors l'oncle avait posé une nouvelle question. « Vous l'êtes-vous demandé au moins ? Vous êtes-vous posé la question ?» Ils étaient restés muets. « Vraiment. » Au moment exact où, ayant fini de peler le fruit, il avait laissé le ruban de peau tomber sur son assiette, l'oncle avait pris un air incrédule. Il avait alors laissé Newton de côté et s'était concentré sur sa pomme qui ne demandait qu'à être mangée. « Délicieuse cette pomme, d'où vient-elle ?» La conversation avait alors dévié sur les goûts respectifs des pommes d'Aomori et de Hokkaido. Et Mizutani et Copper avaient laissé passer l'occasion de demander qu'il leur explique le mystère de la gravitation newtonienne, jusqu'à ce que Mizutani, sur le chemin de retour, se souvienne de cette histoire et repose la question. « Ah oui, c'est de ça qu'on avait commencé à parler tout à l'heure, » fit l'oncle en s'arrêtant au milieu du chemin pour allumer une cigarette. Puis il reprit sa marche sans se presser. « Je venais d'entrer à l'école primaire quand le supplément spécial du journal du 1er janvier avait offert à ses lecteurs 3 images en trichromie. La première représentait l'empereur Buretsu terrassant un sanglier d'un coup de pied, la seconde la mère de Mencius coupant l'étoffe qu'elle était en train de tisser pour lui montrer ce que signifiait faire l'école buissonnière, et la troisième Newton regardant pensivement la pomme qu'il venait de ramasser par terre. Bien sûr, à l'époque, je ne connaissais aucune de ces scènes célèbres et j'aurais été incapable de dire ce qu'elles représentaient. C'est alors que ma grande sœur, ta mère donc, Copper, m'a lu l'explication des images qui étaient publiées en même temps dans le supplément du journal et m'a tout expliqué en détail. Parce qu'à cette époque, elle fréquentait déjà l'école secondaire des filles. Elle devait avoir 1 ou 2 ans de plus que vous aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, elle m'a expliqué tous les détails des images. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai trouvé que ma sœur était une vraie savante, presque un génie. Ceci dit, une chose que je n'ai toujours pas comprise, même maintenant, c'est pourquoi le journal avait choisi ces 3 images-là. Quel rapport avaient l'une avec l'autre ? Ça, je dois dire, ça m'échappe. Enfin, si je n'ai pas compris le sens global, j'ai au moins compris le sens de chaque image prise séparément. Jadis, il y avait au Japon un valeureux empereur du nom de Buretsu. Un jour, à la chasse, il terrassa un sanglier d'un seul coup de pied. Mencius, lui, était un philosophe chinois qui vécut il y a très longtemps. Sa mère, une femme de grande sagesse, sacrifia une magnifique pièce de tissu qu'elle était en train de tisser pour faire comprendre à son fils, qui était revenu trop tôt de l'école, que c'était gaspiller son intelligence que de négliger ses études. Enfin, Newton était ce grand savant qui découvrit les lois de la gravitation universelle en voyant une pomme tomber d'un arbre. Même un écolier du primaire est capable de comprendre ces 3 histoires. La plus facile est celle de l'empereur Buretsu. L'histoire de la mère de Mencius n'est pas si difficile que cela non plus. J'étais assez grand pour savoir qu'il est stupide de déchirer un tissu qui n'est même pas terminé. L'histoire de Newton, en revanche, c'était une autre paire de manches. La première chose qui me vint à l'esprit, c'est pourquoi ? Quel rapport entre une pomme et la gravitation universelle ? Quand ma sœur, je veux dire ta mère, a fini de me raconter l'histoire de Newton, j'ai demandé pourquoi ? Et là, si tu avais vu la tête de ta mère, elle m'a fait rester tranquille et a entrepris de m'expliquer comment la Terre et la Lune, la Terre et le Soleil, et tous les corps célestes étaient en relation les uns avec les autres. Je m'en souviens encore. Elle a pris une balle en caoutchouc et une balle de ping-pong. Et elle a dit « Regarde, ça, c'est la Terre où nous sommes, et ça, c'est la Lune. Alors voilà ce qui se passe. » Et je dois dire que son explication était assez formidable. Malheureusement, elle s'adressait à un gamin encore à l'école primaire, et j'ai eu l'impression de comprendre sans comprendre.
Je me souviens surtout que je l'ai écoutée avec un sentiment étrange. Et elle a fini par me regarder d'un œil bizarre. Bon, ces histoires sont peut-être un peu compliquées pour toi. Tu comprendras mieux quand tu seras plus grand. Et elle s'est arrêtée là. C'est cette scène que je me suis rappelée tout à l'heure en mangeant ma pomme. Non, je veux dire en pelant ma pomme. Mais alors, mon oncle, c'est à quel âge que tu as vraiment compris demanda Cooper qui, intérieurement, se demandait surtout si son oncle comprenait déjà la théorie de Newton à son âge ou pas. L'oncle répondit. Eh bien, c'est étrange, vois-tu. J'étais peut-être en dernière année d'école primaire lorsque j'ai plus ou moins saisi la nature de la relation qui lie la Terre et la Lune, telle qu'avait essayé de me l'expliquer ta mère quelques années plus tôt. Puis, je suis entré au collège et on m'a enseigné bien d'autres choses, disons toutes les grandes notions de base. Malgré cela, je n'avais toujours pas compris pourquoi c'était en voyant une pomme tomber que Newton avait eu cette révélation de la loi de la gravitation universelle. Au bout du compte, je pensais avoir compris la gravitation universelle, les mouvements des astres, au moins dans leurs grandes lignes, mais la réponse à cette question, eh bien, je ne l'avais toujours pas comprise. Mais quand l'as-tu comprise alors? À force d'insister, l'oncle finit par répondre. Eh bien, la question m'a trotté très longtemps dans la tête, mais pas au point de tout lâcher jusqu'à ce que je trouve la réponse. Finalement, elle trottait encore quand je suis entré à la fac. Hein? Jusqu'à la fac? S'écria Cooper, les yeux hors des orbites, ce qui fit beaucoup rire Kitami. Oui, je ne l'ai pas compris avant mes études supérieures. Avant, je me contentais d'une vague idée, à un moment, pendant qu'il réfléchissait de façon très intense à ses problèmes de physique, soudain, une pomme, en tombant, avait rompu le silence autour de lui. Cela l'avait surpris, et en retrouvant ses sens, une magnifique idée lui était venue à l'esprit, comme si la foudre lui était tombée sur la tête. Cela avait dû être quelque chose comme ça, je me disais. Et ce n'est pas le cas? Demanda Mizutani. Pas du tout. D'après les spécialistes, d'abord, cette histoire de pomme qui aurait été à l'origine de la loi de la gravitation universelle n'est peut-être même pas rigoureusement véridique. Bref, on n'en sait trop rien. Mais un jour, quand j'étais étudiant, j'ai posé la question à un ami du département de physique qui m'a expliqué comment on pouvait imaginer que cela s'était passé dans la tête de Newton. Et pour la première fois, j'ai trouvé l'explication assez convaincante. Et c'était quoi cette explication? Ou peut-être qu'on est trop jeune pour comprendre? L'oncle a laissé passer les remarques de Cooper et de Mizutani, puis a répondu en soufflant lentement la fumée de sa cigarette. Oh, vous êtes tout à fait capable de comprendre. Il est possible qu'une idée lui soit venue sous l'effet de la surprise en voyant une pomme tomber, mais l'important, c'est ce qui vient ensuite. Une pomme sur un arbre tombe d'une hauteur maximale de 3 ou 4 mètres, mais Newton s'est demandé, et si elle était tombée de 10 mètres? À vrai dire, qu'elle tombe d'une hauteur de 4 ou de 10 mètres, cela ne change pas grand-chose. Une pomme qui tombe de 10 mètres finira bien par toucher terre, n'est-ce pas? Et de 15 mètres, elle tombera tout aussi bien. De 20 mètres, pareil, 200 mètres, de 200 mètres. On peut augmenter la hauteur par la pensée autant que l'on veut, la pomme subira toujours l'attraction de la Terre. Oui, mais c'est cette fois, je la place à des distances énormes, à des milliers, des millions de kilomètres, à la distance de la Lune par exemple. La pomme tombera-t-elle encore? En principe, tant qu'il y a de la gravitation, elle tombera. Et cela n'est pas limité à une pomme. N'importe quel corps qui subit la force d'attraction finit par tomber de la même façon. Or, la Lune, elle ne tombe pas à la Lune. Cette fois, ni Cooper, ni Mizutani, ni Kitami ne prononcèrent un mot. Ils étaient suspendus aux lèvres de l'oncle et attendaient la suite. Ils étaient arrivés au bout de l'allée de Zelkova et marchaient à présent sur un chemin en bordure d'un champ. Au bout du champ, au-dessus d'une maison à 2 étages, la lune les regardait, toujours muette. Effectivement, la lune ne tombe pas. La force d'attraction de la Terre exerce sur la lune, que la Terre exerce sur la Lune, et la vitesse de déplacement de la Lune qui devrait la faire dériver dans l'espace, ces deux forces s'équilibrent parfaitement, et c'est pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre. Or, l'idée d'une force d'attraction entre les corps célestes ne date pas de Newton. Bien avant lui, Kepler avait prouvé que les planètes sont attirées par le Soleil et que cette attraction leur conserve une trajectoire stable tout autour de cet astre. Et le fait qu'un corps qu'on lâche tombe à la verticale avait déjà été expliqué par la loi de la chute des corps de Galilée, là encore bien avant l'époque de Newton. Mais alors, qu'a découvert Newton?
justement que la force d'attraction qui fait tomber les objets sur la Terre et la force d'attraction qui fait tourner les planètes sont une seule et même chose. C'est ce rapprochement entre les deux phénomènes, le fait d'avoir démontré qu'une seule force était à l'œuvre, qui constitue l'apport déterminant de Newton. Par conséquent, ce qui pose question, c'est comment, dans l'esprit de Newton, le lien s'est fait entre les deux forces. L'oncle aspira une bouffée de sa cigarette, fit tomber la cendre, puis continua son récit. Comme je viens de le dire, Newton a prolongé par la pensée la hauteur d'où tombait la pomme, loin, très loin, jusqu'à la Lune. À l'origine, la loi de la chute des corps concernait les corps terrestres. Or, si la pomme est repoussée très loin de la surface de la Terre, jusqu'à la distance de la Lune, on ne peut plus l'appeler un objet terrestre, elle devient un objet céleste, répondant aux lois qui régissent les corps célestes. À ce point de notre réflexion, tu es d'accord, Cooper? L'esprit fait naturellement le lien entre les deux phénomènes, la force d'attraction qui gouverne les corps célestes et celle qui fait tomber les objets. C'est précisément ce que s'est dit Newton. Ces deux forces n'en seraient-elles pas une seule? Il s'est dit qu'il devait être possible de démontrer cette hypothèse, et c'est là-dessus qu'il a fait porter ses travaux. Mais ce n'est que quand il a calculé la distance de la Terre à la Lune, ainsi que la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune, qu'il a pu achever sa démonstration. En conclusion, les mêmes principes physiques expliquaient à la fois le mouvement des étoiles les plus lointaines et le mouvement d'une goutte de rosée tombant d'un brin d'herbe. En d'autres termes, la même physique expliquait à la fois le ciel et la terre, une immense avancée dans l'histoire des sciences. L'oncle jeta son mégot, dont le bout rouge parcourut une trajectoire parabolique avant de s'éteindre. « Alors, Cooper, as-tu compris cette fois ?» Cooper acquiesça en silence. Kitami et Mizutani restaient eux aussi silencieux. Aucun des trois amis ne trouvait de mots pour exprimer leurs sentiments en cet instant. C'est l'oncle qui reprit la parole à leur place. Le génie de Newton n'est pas seulement d'avoir formulé l'hypothèse de l'unicité de la force gravitationnelle et du mouvement des corps célestes, c'est de l'avoir démontré, ce qui lui a demandé d'immenses travaux et efforts. Le problème était d'une difficulté telle que le commun des mortels n'aurait pu y parvenir. Mais il n'aurait jamais mené cette démonstration s'il n'avait pas eu cette idée initiale. Avoir cette idée était également génial. Personnellement, quand mon ami m'a expliqué cette histoire, j'étais assez choqué qu'une idée de cette portée soit partie d'une constatation aussi simple et banale. Tu ne trouves pas? Il prend une vulgaire pomme tombée de quelques mètres et la projette par la pensée à une distance gigantesque et paf, il lui vient cette idée géniale. Et c'est ça le point important, Cooper. Il faut toujours se méfier des choses évidentes. On croit qu'on a tout compris, que c'est tellement bête qu'il n'y a pas à y revenir, qu'on arrivera toujours à la même conclusion banale et 100 fois acceptée. Eh bien non, ça ne marche pas toujours comme ça, et parfois ça vaut le coup de renverser les idées reçues, et pas seulement en physique. La lune était déjà assez haut dans le ciel, et les regardaient tous les quatre en silence derrière la cheminée des bains publics. Le ciel nocturne infini s'étendait au-dessus de leur tête, des étoiles clignotaient indéfiniment. Penser à l'univers céleste en une nuit pareille donnait l'impression de s'y dissoudre. Cooper et ses amis marchaient, baignés de la lumière bleue de la nuit. Le gravier du chemin, comme humide de lumière de lune, brillait, magnifique. Plus tard, Cooper et son oncle marchaient d'un pas vif sur le même chemin, mais en sens inverse, en direction de la maison. Ils avaient accompagné Kitami et Mizutani jusqu'à la gare. L'air de la nuit les environnait. Ils parlaient peu. La lune était toujours là, et les accompagnait à travers les branches des Elkova, marchant avec eux, jamais fâchée, jamais souriante, jamais triste, le visage toujours serein, au-delà des toits, au-delà des pylônes électriques. En arrivant devant chez Cooper, l'oncle s'arrêta. Eh bien, ils se dirent bonsoir. Bonne nuit, mon oncle. Toi aussi, Cooper, bonne nuit. 5 jours plus tard, on était donc vendredi, l'oncle reçut une longue lettre de Cooper, ce qui n'arrivait pas souvent. Voici ce que disait cette lettre. Mon oncle, je pourrais bien sûr attendre la prochaine occasion de te voir pour en parler avec toi, mais je me suis dit que je pouvais aussi bien t'écrire ce que je fais. J'ai fait une découverte. C'est grâce à l'histoire de Newton que tu nous as raconté l'autre jour. Mais si je dis que j'ai découvert quelque chose tout seul, le monde va se moquer de moi. Ça ne fait pas un pli. C'est pourquoi je préfère n'en parler qu'à toi. Et je t'en supplie, n'en parle pas à maman,
pas tout de suite en tout cas. J'ai donné un nom à ma découverte, je l'appelle le principe du réseau des molécules humaines. Au début, je pensais l'appeler le secret du lait en poudre, mais j'ai trouvé que ça faisait trop d'histoires de détectives pour magazine de gamins, alors finalement j'ai laissé tomber. Si tu pouvais en trouver un meilleur, je t'en serais très reconnaissant. Je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer correctement en quoi consiste ma découverte, mais il me semble que si je te raconte dans l'ordre le cheminement de mes réflexions, toi, tu comprendras. Pour commencer, j'ai eu l'image du lait en poudre. Tu comprends maintenant pourquoi je suis certain que si j'en parle autour de moi, tout le monde se moquera de moi. Moi aussi, j'aurais préféré penser à quelque chose d'autre, à vrai dire, mais ce n'est pas ma faute si c'est l'image du lait en poudre qui m'est venue en premier, n'est-ce pas? Lundi, en pleine nuit, je me suis réveillé. Je me suis réveillé parce que j'avais fait un rêve, mais j'ai oublié lequel. La seule chose que je sais, c'est que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pensé à la boîte de lait en poudre que nous avons à la maison. Une grande boîte de lactogène en fer blanc dans laquelle nous rangeons les biscuits de riz grillés et les gâteaux secs. Puis je me suis souvenu d'une chose qu'avait dite maman. Un jour, elle m'a dit que quand j'étais bébé, elle n'avait pas assez de lait, alors elle m'avait nourri au lactogène. La grande boîte de lactogène que nous avons à la maison est un souvenir de cette époque, paraît-il. Et moi, la fois où maman m'a raconté cette histoire, j'ai dit « Alors il y a une vache en Australie qui est ma mère de lait !» Parce que le lactogène est fabriqué en Australie, je crois. Même que la carte de l'Australie est dessinée sur la boîte. Et donc, c'est ce souvenir qui m'est revenu dans mon futon quand je me suis réveillé. Alors j'ai commencé à penser plein de choses sur l'Australie. Toutes sortes d'images me sont venues, les unes après les autres. Le ranch, les vaches, les fermiers qui s'occupent des vaches, l'usine de lait en poudre, le port, le bateau à vapeur, plein d'autres choses. À ce moment, j'ai repensé à l'histoire de Newton. Tu te souviens, tu nous as dit que c'est en se demandant ce qui se passerait si la pomme venait de très très loin que Newton avait eu son idée géniale. Alors je me suis dit, et si je réfléchissais à tout ce qui a un rapport avec le lait en poudre, en allant le plus loin possible moi aussi. Alors, toujours couché, j'ai commencé à penser à tout ce qui était en rapport avec ce lait, de près ou de loin, depuis les vaches en Australie jusqu'au moment où le lait était bu. Une chose après l'autre, dans l'ordre. Sauf que quand je m'y suis mis et que j'ai essayé de faire la liste, ça n'avait pas de fin. Alors j'ai laissé tomber. Ça englobe un monde fou, en fait. Pour te montrer, je vais essayer de l'écrire juste pour voir. 1. Avant que le lait en poudre n'arrive au Japon, il y a les vaches, ceux qui s'occupent des vaches, ceux qui traient les vaches, ceux qui transportent le lait jusqu'à l'usine de traitement, ceux qui transforment le lait des vaches en lait en poudre, ceux qui mettent la poudre dans les boîtes, ceux qui mettent les boîtes en carton, ceux qui transportent les cartons en camion ou autre jusqu'au train, ceux qui chargent le train, ceux qui font marcher le train, ceux qui conduisent le train jusqu'au port, ceux qui chargent le cargo et ceux qui font marcher le cargo. 2. À partir du moment où le lait en poudre est au Japon, il y a ceux qui déchargent le cargo, ceux qui transportent la marchandise dans un entrepôt, ceux qui surveillent l'entrepôt, le commerçant qui vend le stock de lait en poudre, celui qui est chargé de faire la publicité, l'intermédiaire qui achète les boîtes de lait en poudre pour le pharmacien, celui qui transporte les boîtes de lait jusque chez le pharmacien, le patron de la pharmacie, le commis qui livre la boîte de lait jusqu'à la maison, et j'écrirai la suite demain soir. Suite d'hier soir. Je me suis donc représenté le voyage du lait de l'Australie jusqu'au bébé que j'étais comme une immense course de relais. Et si j'y ajoutais les gens qui avaient construit les usines, les trains et les bateaux, j'en arrivais à la réflexion que c'était peut-être des milliers et même des dizaines de milliers de personnes avec lesquelles je me trouvais lié et sans lesquelles je n'aurais pas pu me nourrir de ce lait. Et de tous ces gens, je ne connaissais personnellement que le pharmacien du quartier. Tous les autres étaient des inconnus pour moi, et eux aussi ignoraient totalement mon existence. Ensuite, toujours couché, j'ai essayé de penser de la même façon à tout ce qui se trouvait dans ma chambre. La lampe de chevet, qui était éteinte à ce moment-là, le réveil, mon bureau, les tatamis et tout le reste. Et à chaque fois, c'était comme pour le lactogène. Une foule innombrable de gens se succédaient à la queue leu-leu. Des gens que je ne connaissais absolument pas, je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi ils ressemblaient. Cette nuit-là, j'ai encore pensé à plein d'autres choses que j'ai oubliées parce que le sommeil est revenu et je me suis endormi. N'empêche, le lendemain, quand je me suis réveillé, je me souvenais de ce que je viens de te raconter. Et c'est ça que j'appelle ma découverte. Parce que, jusqu'à maintenant, je n'y avais jamais pensé. Et pourtant, quand on y réfléchit, je pense qu'on peut généraliser,
car tout marche comme ça. Sur le chemin du collège, et même au collège, il suffisait que je pense à ce que j'avais sous les yeux ou sous la main, n'importe quoi, c'était pareil, et j'ai compris que je n'étais pas le seul à être relié à une foule de gens. Pendant la classe, j'ai réfléchi aux vêtements et aux chaussures du professeur, et j'ai constaté que c'était exactement pareil. Par exemple, ces vêtements sont reliés aux moutons australiens. Donc à mon avis, chaque molécule humaine est connectée à un nombre infini de gens qu'elle n'a jamais vus, et tous ces gens inconnus forment une sorte de réseau. C'est pour ça que je l'appelle le principe du réseau des molécules humaines. Depuis l'autre jour, j'applique ce principe à tout ce qui me vient à l'esprit pour vérifier si je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, j'ai essayé avec le goudron de la route, et là aussi ça marche. Et pendant le cours de maths, j'ai pensé que la barbe du professeur était liée au salon de coiffure, alors le professeur m'a crié dessus parce que je n'étais pas attentif. Ça faisait longtemps. Mais que veux-tu? Pour la science, il faut accepter de se faire enguirlander de temps en temps, si c'est pour prouver la validité de sa découverte. Tu ne crois pas? Bon, je voudrais écrire plus, mais maman vient de me dire de dormir. Je termine donc ma lettre ici. Je te jure, mon oncle, tu es le premier à qui je parle de cette découverte. Le cahier de l'oncle, sur ce qui relie les humains, et puis un peu sur ce qu'est vraiment une découverte. Cher Cooper, c'est un honneur d'être choisi par toi pour être le premier au monde à partager ta découverte. Je voudrais te répondre sans attendre, mais puisque de toute façon je dois passer chez toi, je te ferai ma réponse de vive voix. Avant de te voir, je voudrais tout de même mettre sur le papier quelques réflexions qui me viennent à la lecture de ta lettre, de façon à ce que, quand un jour tu liras ce cahier, tu te remémores ta découverte et tu puisses réfléchir de nouveau à ce que je t'aurais dit depuis. Quand j'ai lu ta lettre, je l'ai trouvée formidable, et je ne dis pas cela pour être aimable. Franchement, que tu aies pensé à tout ça tout seul, moi j'appelle cela un exploit. J'étais très loin de réfléchir à ce genre de choses à ton âge, je peux te le dire. Des réflexions de ce genre qui mènent à ce que tu appelles une découverte, des réflexions rigoureuses, cohérentes et suivies, je n'en ai pas eu avant d'être au lycée, et jamais sans avoir lu des livres sur le sujet avant. À ce propos, ces livres que j'ai lus me poussent à te parler de quelques points auxquels tu devrais réfléchir, je crois. Je pourrais en dire bien plus, mais le professeur Cooper daignera bien me permettre de lui en suggérer juste un ou deux pour le moment. Dans ta lettre, tu me demandes de réfléchir à un meilleur nom que le principe du réseau des molécules humaines. Eh bien, il se trouve que j'ai un nom pour ça. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un nom qu'on utilise en sociologie et en économie. En fait, ces rapports entre molécules humaines que tu as découvert, c'est ce que les spécialistes appellent rapport de production. Les hommes ont besoin de diverses choses pour vivre. Il leur faut donc fabriquer ces choses à partir de ce qu'ils trouvent dans la nature. On pourrait prendre et utiliser telles quelles certaines ressources présentes dans la nature pour se vêtir ou se nourrir, mais de façon générale, il faut tout de même chasser et pêcher, creuser les montagnes, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, travailler. Dès les tout premiers temps, avant la civilisation, les hommes ont coopéré, se sont partagés les tâches, bref, ils n'ont jamais cessé de travailler. De fait, travailler est la seule chose que l'homme ne peut s'arrêter de faire. Ce sont ces relations basées sur les activités humaines qu'on appelle rapports de production. Au tout début, en divers lieux dispersés sur la Terre, les hommes vivaient en communautés très réduites de quelques individus à peine. La coopération et le partage des tâches s'exerçaient dans ce cadre restreint. Qui se donnait du mal pour nourrir ou vêtir les autres? Difficile de le savoir. Mais enfin, à l'époque dont je te parle, tout le monde se connaissait, et les choses qu'on pouvait fabriquer étaient d'un niveau technologique très sommaire. Il n'y avait pas d'objets complexes, on s'adonnait avant tout à la chasse et à la pêche, et il y a fort à parier que tout le monde participait sans que soit attribué un rôle bien défini à chacun. Alors, même si on ne savait pas grâce à qui on avait à manger aujourd'hui ou grâce à qui on pouvait se mettre quelque chose sur le dos, à l'évidence, c'était quelqu'un qu'on connaissait. Nul besoin de réfléchir beaucoup, c'était l'une des personnes avec lesquelles on vivait. Cependant, au fil du temps, ces communautés réduites d'individus au statut équivalent ont commencé à développer des échanges de biens, des mariages, et par conséquent, la coopération entre les humains s'est étendue. Les groupes humains sont devenus de plus en plus importants jusqu'à ce qu'on en arrive à la formation d'États.
À ce stade-là, la collaboration et la division du travail avaient déjà connu un large développement et les rapports déterminés par la collaboration et la division du travail avaient atteint un grand degré de complexité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de nommer individuellement ceux qui ont travaillé pour produire la nourriture que nous mangeons ou les vêtements que nous portons. Et inversement, nous ne savons plus qui mange la nourriture ou porte les vêtements que nous fabriquons. Nous travaillons pour produire toutes sortes de biens et en échange, nous obtenons les produits nécessaires à la subsistance de notre famille ou de l'argent qui nous permet à notre tour d'acheter ces produits. C'est dans ce but que nous travaillons, et la question de savoir qui mangera ou portera ce que nous fabriquons n'entre plus directement en ligne de compte. Au fil du temps, le commerce devient de plus en plus actif, les échanges entre États se développent et les relations entre humains se complexifient. Par exemple, pour gagner plus d'argent, les paysans chinois élèvent des vers à soie, et les tissus qu'ils fabriquent se vendent et s'échangent de proche en proche jusqu'à devenir des vêtements de luxe pour l'aristocratie de l'Empire romain. À ce moment-là, ce n'est plus seulement pour produire des biens qu'on a besoin de la participation et du travail de nombreuses personnes, mais aussi pour les transporter et les distribuer. Chaque étape de ce processus connaît elle aussi la division et la spécialisation du travail. Les différentes contrées, les différentes parties de la planète en viennent à se trouver liées, si bien qu'aujourd'hui le monde entier est devenu un unique et vaste réseau. De nos jours, bien que les filatures japonaises produisent de la soie et du coton, nous ne nous contentons pas de soie et de coton. Le fait est que nous ne nous contentons pas de vendre à l'étranger notre surplus après avoir satisfait les besoins du marché intérieur. Non, nous produisons d'emblée en masse pour l'exportation. Autrement dit, nous nous sommes lissés sur la scène mondiale avec nos camarades humains du monde entier, avec qui nous sommes liés, et c'est sur cette scène que nous travaillons. L'Inde, la Chine et leur population de plusieurs centaines de millions d'individus ont besoin de coton ou de cargo japonais, et nous, Japonais, nous ne pouvons nous passer de laine australienne ou de pétrole américain. Et c'est ainsi qu'après avoir commencé à travailler sans relâche pour obtenir ce qui était nécessaire à notre existence, très très longtemps après, nous en sommes arrivés au point où le réseau des rapports de production couvre aujourd'hui la Terre entière. Et comme tu l'as découvert toi-même, nous sommes indéfectiblement liés à un nombre colossal de camarades humains que nous n'avons jamais vus et que nous ne connaîtrons jamais. Pas un seul individu ne peut échapper à ces liens. Bien sûr, il existe sur Terre une énorme quantité de personnes qui ne produisent rien par elles-mêmes, mais elles n'en occupent pas moins un nœud du réseau, elles aussi. Chaque jour de notre vie, nous devons manger et nous vêtir de sorte qu'il n'est pas possible de ne pas faire partie de ce réseau. Ceux qui peuvent manger sans travailler ont leur place dans ce réseau, même si c'est une place un peu particulière. Je te raconterai une autre fois, quand j'aurai un peu plus de temps, tout ce qu'il y a de profond dans cette relation qui nous unit à nos camarades humains des pays les plus lointains, mais retiens d'ores et déjà que c'est ce que les scientifiques appellent rapport de production. Et c'est exactement ce que tu as découvert à propos du lait en poudre. Quand tu seras plus grand, au cours de ton cursus universitaire, il faudra absolument que tu étudies l'économie et la sociologie. Le point de départ de ces sciences est de poser la question des liens que les humains tissent entre eux pour vivre, puis elle la ramifie en une multitude de sous-questions. Par exemple, comment ont évolué ces rapports de production au cours de l'histoire, les mœurs et coutumes qui en ont émergé, quelles lois les régissent actuellement, pour te donner quelques exemples de domaines de recherche intéressants. Le principe que tu as découvert est exactement au fondement de cette science. Alors tu parles si je sais de quoi tu veux parler. Tu es déçu, j'imagine. Tu croyais avoir fait une grande découverte et en réalité elle est connue depuis longtemps. Mais ne te mets pas martel en tête, Cooper. C'est formidable que tu aies réussi à formuler cela tout seul. Même si d'un point de vue scientifique c'est une évidence, le fait que tu sois parvenu à cette réflexion sans l'aide de personne est absolument digne d'éloge. Il n'est si facile d'avoir des pensées aussi pertinentes à ton âge, tu peux me croire. Néanmoins, il vaudrait mieux tout de même que tu saches exactement ce que c'est qu'une découverte, si tu veux vraiment découvrir quelque chose un jour. Quelque chose qui t'apporterait l'estime de l'humanité entière, quelque chose de vraiment utile à l'ensemble du genre humain. Une découverte, ce n'est pas simplement quelque chose auquel tu n'avais jamais pensé avant, c'est quelque chose auquel l'humanité tout entière n'avait jamais pensé avant.
L'expérience que peut vivre un être humain, quel qu'il soit au cours de son existence, est par essence individuelle. Mais l'important, c'est que l'être humain possède ce qu'on appelle le langage. Grâce au langage, nous pouvons raconter notre expérience individuelle aux autres et nous pouvons écouter l'expérience des autres. Depuis l'invention de l'écriture, nous pouvons en plus nous enrichir de nos expériences mutuelles par des livres. Et nous pouvons comparer les expériences d'une multitude de gens dans une multitude de situations et accumuler ainsi une multitude de points de vue. Ce qu'on appelle une science est une vaste accumulation d'expériences et de points de vue cohérents. Ainsi, on peut dire que les sciences prises dans leur ensemble sont la cristallisation de la totalité de l'expérience humaine jusqu'à aujourd'hui. C'est en héritant de la somme des expériences humaines des époques antérieures, puis en y ajoutant au fur et à mesure de nouvelles, que l'humanité a évolué d'une condition au niveau des bêtes sauvages à sa condition actuelle. Si chaque être humain devait à chaque fois tout recommencer à partir du singe, jamais l'humanité ne serait parvenue au degré de civilisation qu'elle connaît aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons toujours faire progresser nos connaissances et tirer profit des précédentes expériences de l'humanité jusqu'à nos jours. Faute de quoi, on pourra se donner tout le mal que l'on voudra, on n'arrivera à rien de fameux. L'humanité a évolué en travaillant dur jusqu'à atteindre son niveau d'aujourd'hui et doit encore travailler d'arrache-pied pour résoudre les problèmes restés incompris. Seule une découverte répondant à ce principe mérite le nom de découverte, et même de grande découverte. Je suppose que je n'ai pas besoin de te faire un sermon, tu as compris la nécessité d'étudier. Si tu as envie de faire une grande découverte, tu dois étudier énormément et t'efforcer de parvenir au sommet de la science de ton époque. Ce n'est qu'une fois parvenu au sommet que tu pourras te mettre au travail. Toutefois, souviens-toi, Cooper, pour travailler à découvrir quelque chose quand tu seras au sommet de la science, et même tout simplement pour te hisser jusqu'à ce sommet, il y a une chose que tu dois absolument préserver. Ne perds jamais, m'entends-tu, au grand jamais, cette curiosité de poursuivre jusqu'à leurs dernières conséquences tes pensées et tes réflexions quand tu te réveilles en pleine nuit. Ah, et puis une dernière chose. En réfléchissant à la provenance de tous les produits que tu utilises dans la vie quotidienne, tu t'es rendu compte que ces objets impliquaient une multitude de personnes, et tu t'es aperçu que tu n'en connaissais aucune, ce que tu as trouvé bizarre. La société humaine est vaste, évidemment. Il n'est pas possible de connaître tout le monde. Mais à vrai dire, quelque part, tu as raison. Il est tout de même bizarre que ces hommes qui se sont donné du mal pour fabriquer la nourriture que tu manges, les vêtements que tu portes ou la maison que tu habites, toutes ces choses essentielles pour ta vie, soient tous de parfaits inconnus. Bizarre, et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la vérité, malheureusement. Bien que la communauté des hommes ait tissé un réseau qui couvre toute la surface du globe, on ne peut pas dire que ce réseau ait atteint un degré de parfaite humanité, une relation de chaude fraternité. Autrement dit, l'humanité a progressé, mais la guerre entre frères humains n'est pas finie. Pas un jour ne passe sans qu'un procès ait lieu devant le tribunal pour des histoires d'argent. Entre les nations, le plus petit conflit d'intérêts peut dégénérer en guerre, et si cela advient, tout le monde part se battre contre ses frères humains. Comme le dit bien le nom que tu as inventé pour parler de ta découverte, ce ne sont encore que des relations entre molécules humaines, des relations matérielles. Une relation de molécule à molécule, ce n'est pas encore une véritable relation humaine. Mais une chose est sûre, Cooper, les humains sont humains. Tout ce qui les concerne tend à devenir humain. Des relations inter-individuelles qui ne sont pas des relations humaines, c'est moche. Il est bien normal de vouloir qu'une relation avec de parfaits inconnus devienne une véritable relation humaine. Ce n'est pas que j'ai la moindre consigne à te donner, je ne vais pas te dire fais ci ou fais cela, mais j'espère que tu t'efforceras de travailler dans cette direction en grandissant. C'est certainement l'un des grands problèmes que l'humanité n'a toujours pas résolu malgré les progrès accomplis. Alors, pour commencer, des rapports réellement humains, qu'est-ce que c'est exactement? Quand ta maman fait quelque chose pour toi, elle n'attend rien en retour, n'est-ce pas? Le simple fait de faire quelque chose de bien pour toi suffit à son bonheur. Toi aussi, quand tu fais quelque chose de bien pour un bon copain, cela te met en joie, pas vrai? Qu'y a-t-il de plus beau que cette joie que l'on ressent dans un échange de bienveillance sincère entre deux êtres humains? Et ça, ne serait-ce pas le parfait exemple de ce qu'est une véritable relation humaine, dit